Bonjour à toutes et tous, Bonjour tout le monde. et merci d'être là. Dernière ligne droite, dernier après-midi des ET. J'espère que vous avez encore un petit peu d'attention, d'envie, et que voilà, vous n'êtes pas vous êtes pas trop dans le dur. A priori, je me dis que si vous êtes dans cette salle, c'est que vous n'êtes pas venu pour faire la sieste. Sinon, vous seriez plutôt allé en plénière parce que les sièges sont plus confort. Donc, on va se dire que si vous êtes là, c'est qu'a priori vous êtes intéressé par le sujet, vous avez envie qu'on puisse avoir cet échange et cette interaction, puisque c'est aussi l'objet de pouvoir se garder du temps à la fin pour pouvoir échanger avec vous sur des sujets qui sont importants pour nous, qui nous tiennent à cœur, dont on a souvent l'habitude de parler, que ce soit ici aux ET ou quand on peut écrire divers articles ou ne serait-ce qu'aussi en interne ou dans nos échanges avec les différents territoires avec lesquels on peut travailler, à savoir les sujets de communauté en ligne qui nous intéressent particulièrement chez MD, chez My Destination. Moi, je m'appelle Sébastien Repetto, je suis directeur et fondateur de l'agence My Destination, une agence qui a 12 ans maintenant. On est basé à Bordeaux et notre sujet, c'est vraiment l'idée d'avoir digital qui soit au service des problématiques touristiques et de s'intéresser en particulier au sujet des communautés en ligne et de ne pas voir uniquement les réseaux sociaux comme finalement des espaces de push, mais vraiment des endroits où on a des interactions et des échanges avec des communautés et de faire le lien bien évidemment avec ces notions d'accueil touristique et finalement d'hospitalité touristique. Et je suis accompagné de Julie. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Julie, responsable du pôle Community Management de My Destination. Et aujourd'hui, on va surtout vous parler d'hospitalité numérique. Et c'est une thématique qui a déjà été abordée pas mal de fois au cours des ateliers de cette semaine. Et je m'arrête là pour ne pas en dire trop non plus, mais vous allez découvrir ce qu'on vous a préparé aujourd'hui. Surtout un peu de méthodo et qu'on a essayé d'étayer avec beaucoup d'exemples pour essayer de vous inspirer et vous apporter beaucoup de concret pour vous aider à intégrer ces notions d'hospitalité dans vos réseaux sociaux et votre façon de communiquer sur les espaces digitaux. Ok, donc on y va sans plus attendre. Donc moi, je suis plutôt dans un rôle d'animateur. Je vais laisser surtout la parole à Julie qui va vous dérouler tout ça. Pas mal de méthodes et d'exemples comme elle a pu vous le dire. L'idée, c'est d'avancer en 3 étapes pour répondre finalement à cette question d'hospitalité numérique, on va l'exprimer comme ça. On a une première phase où on va plutôt parler d'une phase d'écoute. Et je pense que c'est toujours un truc qui est intéressant. C'est peut-être avant de prendre la parole, savoir écouter ces communautés. Et c'est trop souvent des choses qui sont délaissées, souvent par manque de temps. Et pourtant, c'est absolument capital sur tout un tas de points que Julie va prendre le temps de dérouler. Le deuxième point, on parlera plutôt de comment est-ce qu'on peut faire parler sa communauté, de façon à faire émerger aussi un certain nombre de choses, parce qu'il peut vraiment y avoir aussi des enjeux stratégiques à ce niveau-là. Et le troisième point sera plutôt sur les cas de mise en récit collectif, et de se dire comment est-ce que, à plusieurs, on réussit à porter un récit qui soit finalement multivoix et donc plus efficace que si c'est porté par un seul acteur. Voilà, donc sans plus attendre, je te laisse la main et la zapette. En toute modestie, comment devenir le boss de l'hospitalité numérique ? Déjà, quand même, pour définir un tout petit peu l'hospitalité, on en a quand même beaucoup parlé, mais l'hospitalité physique, l'hospitalité numérique, ça se base quand même sur les mêmes principes, à savoir faire preuve d'empathie. C'est quand même le cœur de l'hospitalité. Voilà. Donc la première étape, comme l'expliquait Sébastien, c'est d'abord, avant tout, de savoir écouter ces communautés. Ça fait écho à un concept marketing qui s'appelle le social listening. Alors c'est un joli mot marketing, mais ça sous-entend surtout d'intégrer dans votre routine ce concept d'écouter activement ce que disent vos communautés sur vos réseaux sociaux ou vos leviers digitaux. J'ai un petit peu social listening et Zako. Donc voilà, c'est le fait finalement de surveiller un peu votre e-réputation sur les réseaux sociaux, ce que disent les communautés de vous,
sous vos espaces. Donc si on devait vulgariser un petit peu et prendre un exemple concret, c'est prendre en compte les commentaires que vous recevez sur vos posts, mais vraiment prendre en compte ces commentaires et pas seulement y répondre, mais de repérer ce qui se dit sur ces réseaux, ça permet de mieux comprendre le besoin de votre communauté et repérer si la façon dont vous communiquez sur vos réseaux répond réellement aux attentes de vos communautés. Et si l'information que vous essayez de faire passer est assez claire ou lisible, ça permet de repérer des questions récurrentes qui peuvent faire tilt et vous faire dire j'ai peut-être pas assez bien abordé la thématique sur mes réseaux ou je l'ai peut-être pas du tout abordé. Peut-être, on s'est présenté, je ne vais pas vous demander de vous présenter tous un par un, ce serait peut-être un peu long, mais peut-être déjà dans la salle, est-ce que parmi vous, certains sont des animateurs de communauté, des community managers? Est-ce que vous pouvez lever la main? Donc une grande partie d'animateurs de communauté et de community managers, c'est très cool. Et est-ce que parmi vous, vous considérez que vous avez le temps nécessaire à cette phase d'écoute et modération? Est-ce que ceux qui considèrent qu'ils ont du temps suffisant dans leur temps de travail, dans leur fiche de poste, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ils sont moins nombreux. Ça fait pas beaucoup. Ils sont moins nombreux et c'est pas une grande surprise. Alors vous allez dire que j'ai peut-être un peu orienté la question, mais il n'empêche que c'est souvent le constat qu'on fait. C'est-à-dire que je pense que vous tombez pas de votre chaise quand on vous dit on commence par une phase d'écoute. Quand on vous parle de social listening, a priori vous tombez pas de votre chaise. Vous connaissez votre métier, vous savez l'importance que ça a, même si on va vraiment rentrer dans le détail de tout ça. Mais la réalité, c'est que bien souvent, c'est un peu le parent pauvre, la partie du métier qui n'est pas considérée, qui est peu prise en compte dans les fiches de poste, alors qu'il y a vraiment des enjeux importants, des enjeux stratégiques importants. Comme tu le disais, Sébastien, le fait d'écouter ces communautés et de prendre le temps de modérer sous ces postes, ça a quand même un réel intérêt stratégique et un petit peu opérationnel aussi, comme on va le voir. Mais c'est quand même la première étape pour tisser des liens forts avec votre communauté, puisque prendre le temps d'écouter, c'est prendre le temps de creuser avec elle et finalement de discuter et de déceler, comme je le disais un petit peu juste avant, si vous répondez de manière efficiente à ces besoins, si votre façon de communiquer est efficace, ou à l'inverse, si des fois vous oubliez carrément des thématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui mériteraient d'être abordées par le biais de vos réseaux sociaux. Et le fait de prendre le temps d'écouter ce que vos communautés ont à dire sur vos espaces digitaux, ça permet effectivement de repérer ce qu'on appelle des signaux faibles. C'est dans l'autre sens. De repérer ce qu'on appelle les signaux faibles. Et c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est une manière de repérer une question récurrente que vous n'avez jamais abordée et de se dire, en fait, je pourrais carrément la traiter dans mon planning édito, d'imaginer une série ou ce genre de choses. Et c'est ce qui amène au troisième point, à l'intérêt du social listening, c'est que ça vous donne l'inspiration quand même pour votre planning édito. Et ça peut vous amener à repenser un petit peu la manière de construire votre planning édito et vous donner l'inspiration pour les prochains mois. Social listening, donc il y a vraiment cette idée de se nourrir des retours finalement concrets, terrain, ce soit des habitants, des visiteurs, etc. Il y a donc cet intérêt d'un point de vue purement digital, community management, mais aussi, encore une fois, à l'échelle des structures. C'est-à-dire que quand il commence à y avoir quelques signaux faibles sur un lieu qui est plutôt sur, j'en sais rien, une offre famille, plutôt destinée famille, et qu'en fait, il y a 2-3 retours qui disent que globalement, en poussette, c'est l'enfer parce que le sol n'est pas adapté ou je ne sais quoi, bien tout ça, il ne faut pas que ça reste dans les mains du community manager, bien évidemment. L'idée, c'est de réussir aussi à nourrir les réflexions un petit peu plus à l'échelle de la structure et d'avoir aussi une vision qui peut venir abonder les sujets de l'offre en particulier. Oui, tout à fait. Au-delà d'inspirer et de remanier votre planning édito, comme tu le disais, Seb, ça permet de faire évoluer son offre et de se rendre compte qu'on n'est peut-être pas complètement clair et lisible pour notre communauté. Et le social listening, ça fait également écho à un autre concept qu'on appelle le social search. Non, je ris parce que c'est particulièrement compliqué à prononcer le social search. Je vous propose un petit exercice. On va le dire ensemble. 1, 2, 3. Social search. Ouais, vous avez vu comme c'est dur? C'est horrible. Quand on s'entraînait en amont, j'essayais de le dire à l'anglaise et c'était catastrophique. Donc on s'est dit qu'on allait vous montrer que c'était pas si facile que ça à prononcer. Mais bref, c'est quand même super important à prendre en compte.
Le social listening, donc écoutez ce que les personnes disent de vous sur les réseaux sociaux, en vulgarisant. Le social search, c'est le fait de regarder les tendances et ce qui se recherche, ce que les communautés recherchent sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même un pan de l'écoute, finalement, de regarder ce que vos communautés recherchent le plus fréquemment sur vos réseaux sociaux. Vous le savez peut-être un petit peu, hein, mais maintenant, les réseaux sociaux, ils ont une force de frappe énorme. Et les communautés font leurs recherches directement sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne comme un moteur de recherche hein, qui vient complètement remplacer Google. Et ça fonctionne sous forme de mots-clés. Ce qu'on appelle le SMO dans les réseaux sociaux, c'est le référencement sur les réseaux sociaux. Donc ça fonctionne exactement de la même manière qu'un moteur de recherche. Ce qu'il faut savoir dans les recherches, c'est que ce sont les communautés qui ont le pouvoir, puisque c'est elles qui inculquent les tendances, et elles ne sont pas figées dans le temps. D'un jour à l'autre, les recherches de tendances ne seront pas les mêmes. Et ça sous-entend qu'il faut quand même avoir un regard au quotidien sur ce qui se recherche le plus souvent, puisque ça change quand même d'une semaine à l'autre, voire d'un jour à l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai dit, identification des tendances de recherche. Et je voulais vous montrer quand même, vous devez le savoir du coup finalement, comme on a beaucoup de community managers dans la salle. Mais c'était pour vous montrer bon, concrètement où ça se passe quand même sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, on a l'onglet Discover. Il y a quand même deux parties intéressantes sur cet onglet. Bon, effectivement, comme on le voit ici, hein, vraiment la barre de recherche, comme sur Google, qui permet aux communautés de poser leurs questions et de trouver le contenu qui vient répondre à leurs besoins. Mais ce qui est intéressant aussi pour eux, c'est qu'ici, en bas, on a plein de contenus qui sont proposés. C'est les algorithmes hein, qui font leur petite popote et qui viennent montrer des contenus qui correspondent à ce que le consommateur, la communauté, a l'habitude de rechercher. Donc c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe ici et de voir les contenus qui sont proposés, de voir ceux qui remontent, ceux qui sont bien référencés finalement. Et sur TikTok, bon, l'interface elle est un petit peu différente, mais on a à nouveau, c'est la partie requête, ça s'appelle. À nouveau, hein, ici, la barre de recherche en haut. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a les recherches en tendance du moment. Donc, vous voyez, au moment où j'ai fait ma capture d'écran, on avait une grosse tendance autour de YouTube. Mais là, si je refaisais ma capture d'écran aujourd'hui, les résultats seraient complètement différents. Donc, c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe sur ces espaces. Donc ça obligatoirement, ça va venir influencer déjà la partie strat de contenu, puisque vous allez obligatoirement, en tant que CM, on doit aussi aujourd'hui venir produire du contenu qui répond à ces tendances de recherche. Donc être en veille sur ces tendances de recherche des différents moteurs, c'est ce qui peut aussi, donc, comme le disait Julie, venir nourrir le planning édito, donner des idées de contenu et se dire comment est-ce que je vais venir répondre aussi, positionner du contenu qui réponde à ces questionnements. Et ces questionnements-là, ils sont aussi intéressants à l'échelle des structures et des territoires parce que ça correspond aux questions qui se sont posées par les communautés, Oui, que ce soit des voyageurs ou des habitants. Et donc, même principe, c'est aussi du lien avec les problématiques touristiques locales. Et donc, c'est aussi particulièrement intéressant de le suivre et de ne pas le garder pour soi. Et ça, c'est vraiment un point qui est, je pense, important. Pas forcément garder l'info uniquement pour soi, CM ou équipe digitale, mais réussir à le partager avec un peu plus largement à l'échelle de l'équipe. La grande question, c'est où faire du social listening? Parce que là, effectivement, on parle un petit peu de ce qui se passe sous vos postes, mais le problème, c'est qu'on a souvent une vision un petit peu en silo et on pense uniquement à ce qu'on appelle nos leviers owned, ceux qu'on possède et sur lesquels on a un total contrôle. Donc, typiquement, votre page Facebook, votre compte Instagram, c'est vous qui décidez de ce que vous publiez, ce qu'on appelle du coup les médias owned. Mais en fait, il se passe aussi plein de choses sur ce qu'on appelle les earned. Donc ceux dont vous n'avez pas le contrôle, mais qui ont quand même des communautés similaires aux vôtres et sur lesquelles il se passe plein de choses. Donc là, l'exemple le plus simple auquel on peut penser, ce sont les groupes Facebook, par exemple, sur lesquels il se passe plein de choses. Ce qui peut être intéressant pour vous, en tant que community manager, c'est de faire une petite veille des groupes Facebook sur lesquels vous pouvez retrouver une communauté similaire à la vôtre. Et bon, on le sait, hein, d'un réseau social à l'autre, les communautés sont vraiment très différentes. Sur Facebook, et notamment les groupes Facebook, les communautés sont très enclins à discuter, à poser leurs questions, et il y a quand même beaucoup d'échanges sur ces groupes Facebook. Donc c'est assez intéressant pour vous, je vous conseille de faire une petite veille et de lister des groupes Facebook. Là, on parle de l'exemple Facebook, mais de lister des groupes dont les communautés sont similaires aux vôtres, et c'est hyper intéressant à regarder.
Là, on l'a noté aussi, il se passe des choses hyper intéressantes sur les UGC, les créateurs de contenu, les influenceurs. Si on prend l'exemple des influenceurs et des créateurs de contenu, il y en a quand même souvent qui peuvent avoir l'expertise de votre territoire et sous lesquels il peut être intéressant de regarder déjà la façon dont ils traitent le contenu, leur contenu, mais la façon aussi dont ils entretiennent une relation avec leur communauté, de voir la façon dont ils répondent et là aussi les questions qui se passent sous leur post. Donc l'idée, c'est de penser, de voir tous ces médias comme une sorte d'écosystème digital qui sont tous liés et sur lesquels vous retrouvez quand même des communautés similaires aux vôtres. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on fait le lien avec le fait que personne ne considère avoir le temps suffisant pour le faire, on se retrouve un petit peu dans une zone de blocage. Moi, j'aimerais apporter un petit élément là-dessus. Nous, on croit beaucoup à la collaboration, aux relations partenariales entre les structures. Il y a probablement des choses intéressantes à monter avec à des échelles de territoire peut-être un peu plus larges, d'avoir une sorte de veille collective, pourquoi pas une sorte de comodération qui peut permettre de nourrir un petit peu les stratégies de tout le monde, mais d'avoir un moment de venir se regrouper sur ces sujets-là. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Je pense au groupe Facebook en particulier. Je pense que vous avez à peu près toutes et tous en tête le fait qu'il y a des groupes Facebook spécifiques sur vos territoires qui traitent de tout un tas de sujets, etc. De là, prendre le temps d'y aller, de lire les messages, de consulter le contenu, etc. Si on imagine peut-être quelque chose qui est porté à une échelle de département et qui est partagé avec l'ensemble des offices du territoire, où voilà, la question du territoire n'est pas tant importante, mais plus la question de la relation partenariale qui peut être vraiment pas mal. Oui, tout à fait. Et ça fait un peu sens avec, si je ne me trompe pas, la slide suivante exactement, qui est de cette fameuse question outils ou organisation interne pour faire du social listening ou du social, j'allais dire social search. Il y a forcément pléthore d'outils sur le web qui sont nourris par l'IA, sur lesquels vous connectez vos comptes et qui vous sortent plein de données. Donc ça peut paraître assez pratique, mais c'est quand même des services assez coûteux. Et ce qui est un petit peu dommage, surtout quand on n'est pas habitué à avoir ces espèces de réflexes et de postures à prendre en compte quand on gère nos réseaux sociaux, c'est quand même d'apporter une lecture humaine. Et on est quand même... la thématique là, de notre atelier, ça reste l'hospitalité. Et je vous en parlais au tout début, l'empathie. Et d'intégrer ces réflexes, de vraiment prendre en compte les commentaires et les interactions de votre communauté. Ça vous permet de développer cette empathie avec votre communauté. Donc c'est quand même assez intéressant d'essayer de pratiquer ça vous-même, personnellement, humainement. Et là, pour faire le lien avec ce que tu disais, Seb, c'est une organisation en interne qui peut effectivement être partagée au sein de votre structure, mais aussi avec vos partenaires. Et ça peut passer concrètement par de la comodération, par exemple, et de vous partager les insights qu'un tel aurait repérés qui pourraient aussi vous intéresser, vous. Ça peut aussi passer par un planning éditorial un petit peu partagé, de vous mettre d'accord sur des thématiques qui nécessiteraient d'être abordées, puisque vous auriez pu repérer, encore une fois, des questions récurrentes ou ce genre de choses. Donc ça peut être assez sympa de collaborer sur ces questions-là, effectivement. Qui arrive à mettre en place là, dans la salle des actions de collaboration avec d'autres offices ou avec des ADT ou départements ou régions? Est-ce que vous voulez lever la main? Quelques-uns quand même. Ok. Je pense que dans l'idéal, tout le monde pourrait lever la main a priori parce que le potentiel il est là, les outils sont là et pour le coup, voilà, on ne va pas se refaire l'histoire du contexte éco, du besoin effectivement de rationaliser les ressources, etc. Bon, là, il y a un sujet intéressant à traiter en collectif. Passons aux exemples très concrets. Je n'ai pas arrêté de le dire, hein, mais vous l'avez compris, la situation la plus fréquente et concrète qu'on peut retrouver dans le social listening, c'est la question récurrente. Là, je vous ai montré un exemple très concret d'un client dont je gère la partie CM chez My Destination, qui est le compte de l'Office de tourisme de Taïwan Tourisme. Et une question qui revient hyper souvent, surtout en message privé, c'est la question de quand partir à Taïwan. Donc là, c'est l'exemple de Taïwan, mais c'est une question qui peut vous être posée quand même fréquemment pour vos territoires aussi, de savoir à quelle saison venir à Taïwan, puisque c'est une île, je ne sais pas si vous le savez, mais qui est sujette à des climats hyper changeants. Il y a une saison des pluies, des typhons. Donc je me suis rendu compte que je recevais beaucoup cette question et à chaque fois, moi,
je copiais-collais. J'avais fait exprès de prendre le temps de construire ma réponse et je copiais-collais cette réponse en message privé. Et je me suis dit, en fait, c'est pas suffisant. Ça veut dire qu'il faut que j'apporte une réponse concrète et visible sur le compte de Taïwan Tourisme qui puisse être utile à la communauté. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai préparé un post avec un titre assez précis et un nudge pour indiquer qu'il y avait énormément d'infos concrètes dans le wording. J'ai fait un texte assez long pour répondre à cette question, mais aussi à d'autres questions qu'on me posait quand même souvent au sujet de l'organisation d'un gros voyage, à savoir où faire du change, où trouver une carte SIM, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour vous, ce type de post, si vous vous adressez à des cibles exogènes, des cibles internationales qui partent pour de longues périodes sur votre territoire et qui ont besoin de savoir comment s'organiser sur ce genre de choses. Et bon, je me suis chauffée toute seule, mais en plus, ce qui est super chouette, c'est qu'en dessous du post, j'ai eu ce genre de commentaires, donc c'est assez satisfaisant quand même, pour dire que ça fonctionne, ce genre de post. Là, un exemple très très cool aussi qui vient répondre à cette thématique de la question récurrente, c'est celui de Lavi, qui a sorti une nouvelle gamme apéro et que la communauté galère à trouver en magasin, ils ne savent pas où l'acheter. Là, le CM, il a produit une story dans laquelle il a partagé sous forme de lien un tableau Excel qu'il vient nourrir au quotidien et dans lesquels il liste tous les magasins dans lesquels on peut retrouver la nouvelle gamme apéro. Et qu'il a finalisé par un petit sticker, ce que vous pouvez voir ici, pour inviter la communauté à rajouter elle-même les adresses qu'elle aurait repérées. Et lui, il vient, grâce à ça, nourrir son tableau en permanence. Et ce qui est chouette, c'est que la story, du coup, elle est mise en highlight à la une, donc vous savez, en haut avec les petites vignettes. Et ce qui permet à la communauté de retrouver très facilement cette story. Et ce qui fait qu'elle est hyper lisible. Donc cet exemple, il est super cool aussi. Un autre exemple encore de Taïwan Tourisme, mais qui était assez parlant. Là, le social listening, c'est aussi se rendre compte qu'une thématique qui normalement fonctionne bien a peut-être été abordée d'une manière pas assez évidente pour la communauté. Là, c'est l'exemple d'une recette. Donc normalement, la thématique food, ça marche quand même vachement bien sur Instagram. Ça, c'est un vieux post, ça date d'il y a peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'étais hyper contente de faire ma petite story et franchement, ça a flop. Je me suis dit, bon, il manque peut-être quelque chose, la communauté, elle est passée à côté, alors qu'on a une communauté assez fidèle et qui est fan des recettes de Taïwan. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui manque? Donc la seconde étape, ça a été de rajouter le nom de la recette suivante avec un petit nudge. Donc bon, ok, on a une petite évolution. Je vous ai mis les enregistrements parce que pour ce genre de poste, c'est le KPI le plus quali quand même. En tout cas, c'est celui que je visais. Donc, ok, on a une petite augmentation, mais j'étais là, bon, c'est toujours pas ouf quand même. Donc, je me suis dit, là, j'ai essayé de pousser le truc encore plus loin et de faire une DA un petit peu plus sympa, qui est un peu plus dans l'air du temps avec les codes. Et là, ça a été un petit peu plus jackpot. Donc, voilà, l'idée, ça a été juste de garder ma thématique existante, mais de l'aborder d'une manière un petit peu différente. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec le social listening, de se remettre un petit peu en question et pas forcément de partir de zéro, mais d'essayer d'améliorer un petit peu la façon dont on aborde certaines thématiques. Un autre exemple de social listening, c'est ce qu'on appelle le newsjacking. Je ne sais pas si vous connaissez cette tendance. C'est celle de rebondir sur un fait d'actualité pour produire un effet viral un petit peu sur ses réseaux. Ça crée de la connivence avec la communauté. Là, c'est un exemple hyper intéressant de Duolingo France qui fonctionne énormément sur cette tendance du newsjacking. C'est majoritairement sur TikTok. Bon, là, c'est un exemple du GP Explorer. Et c'est le genre d'actu dont est complètement friand la communauté. Donc voilà, c'est une mécanique qui fonctionne bien sur le compte de Duolingo. Et le CM, en plus, répond à tous les commentaires. Donc le cas est assez intéressant. Toutefois, bon, là, je voulais vous montrer, pour illustrer le social listening, mais cette mécanique du newsjacking, elle n'est pas toujours forcément adaptée pour nous dans le secteur du tourisme. Ça demande quand même quelques petites règles à suivre.
pour s'emparer du newsjacking que j'ai généralisé avec la mécanique du marronnier, de rebondir sur des dates ou le fait de rebondir également sur des tendances. S'emparer du newsjacking, ça demande quand même un petit peu de réflexion et de se demander si rebondir sur cette actualité est vraiment pertinent avec ma façon de communiquer et aligné à ma stratégie. Donc ça demande quand même de faire une veille efficace et effectivement de rester aligné à votre stratégie et de ne pas vouloir forcément rebondir sur un fait d'actu parce que vous le voyez partout et que vous avez envie de faire la même chose. Ce ne sera pas forcément pertinent pour vous. Le newsjacking, ça demande aussi quand même de savoir réagir rapidement, de publier votre post dans le bon timing et de se poser la question, est-ce que je suis capable de produire rapidement mon post, puisque vous le savez quand même, une actualité ou même une tendance, ça s'essouffle rapidement et c'est pas forcément pertinent de rebondir là-dessus 2 semaines plus tard. C'est plutôt contre-productif et ça produit l'effet inverse. Ce qui est important aussi avec le newsjacking, toujours dans cette optique de pouvoir réagir rapidement, c'est de faciliter l'organisation interne et de pouvoir avoir une validation rapide pour vous permettre ensuite de passer en prod rapidement et de pouvoir publier votre post. Et le newsjacking, ça passe ou ça casse avec la communauté. Si vous connaissez bien votre communauté, que vous avez sélectionné les bonnes dates du marronnier, par exemple, ou les thématiques d'actualité qui fonctionnent avec votre stratégie, normalement, ça peut fonctionner. Comme je disais tout à l'heure, ça crée un peu de proximité avec votre communauté et ça montre que vous êtes un peu au taquet sur ce qui se passe dans l'actualité ou les tendances sur les réseaux sociaux. Mais comme je disais, ça peut casser et il faut quand même se préparer au cas où à ce que ça fasse un petit bad buzz et être en capacité de savoir gérer cette petite crise et d'avoir établi une sorte de stratégie de modération et savoir comment adresser ce genre de commentaires. Ah oui, c'est vrai. Un autre aspect qui est hyper intéressant avec le social listening, ça fait le lien avec la slide qu'on vous a montré un petit peu avant avec l'écosystème et les 3 cercles et les médias owned et paid et earned. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'engagement sortant. C'est sortir de sa zone de confort et ne pas vous limiter uniquement à ce qui se passe sous votre écosystème, sous vos posts à vous, mais de regarder ce qui se passe ailleurs. D'interagir avec les publications de vos partenaires, prestataires, sociopros, mais aussi les comptes de votre communauté. Ça fonctionne très très bien sous les contenus UGC ou les publications sous lesquelles vous êtes mentionné. Au-delà de simplement liker le commentaire, il peut être assez intéressant d'y répondre et c'est hyper valorisant pour la communauté qui en général est hyper fière de se dire que le compte sous lequel elle a laissé un commentaire lui a répondu. Là, je vous ai mis un exemple parce que les marques se sont emparées de cette tendance et ça fonctionne quand même bien. Donc voilà, là, c'est des exemples où les marques viennent commenter des publications qui restent quand même pertinentes avec le secteur d'activité. Parce que là, un petit peu comme le newsjacking, mais il ne faut pas tomber dans le spam non plus et commenter à tout bout de champ sur des choses qui n'ont aucun lien avec votre territoire ou votre façon de communiquer. Mais c'est quelque chose, alors ça demande du temps effectivement, mais tu le disais un petit peu avant, Seb, mais cette idée d'écouter votre communauté, même si on vous sort de jolis mots marketing en anglais, tout ça, c'est plutôt une espèce de posture à prendre et de nouveaux réflexes à apprendre et à intégrer dans votre routine quand vous faites de la modération. Et plus on pratique, et plus ça devient naturel, et plus on prend du plaisir à le faire. Et ouais, le dernier truc dont je voulais vous parler, bon, c'est encore du social shirt. Mais là, je vous ai mis un exemple très concret où sur TikTok, j'ai posé la question où manger à Bordeaux. Et c'était pour montrer qu'en fait, j'ai des centaines de contenus qui sont ressortis. Et ce qui peut être intéressant de tester et de poser ce genre de questions, des questions qui ont un lien avec votre territoire, vos enjeux ou objectifs, c'est de voir le type de contenu qui ressort, qui est référencé en premier, et de voir comment les personnes produisent leur contenu littéralement et la façon dont elles adressent la thématique, et de se dire, est-ce que moi je l'adresse de la même façon? Est-ce que je peux apporter quelque chose d'un petit peu différent? Donc voilà, c'est assez intéressant à regarder et à prendre en compte, ces espaces de recherche.
Ouais, donc vous l'avez compris, il y a plusieurs approches. Phase 1, écoute, ça c'est à peu près indispensable. Ensuite, on adapte sa strate de contenu. Contenu informationnel, ce qu'a présenté Julie au début, contenu informationnel un peu détaillé. Le petit tips, c'est la fameuse mise à la une du contenu, etc. Parce que ça, c'est un contenu qui peut intéresser effectivement beaucoup de monde. Et la question des enregistrements, indicateur clé de performance, parce que si c'est enregistré, ça veut dire que ça a de la valeur. Bonne nouvelle aussi, plus on a d'enregistrements, c'est ce qui pèse le plus dans l'algo, hein, sur Insta en particulier. Et après, l'autre approche, il y a des tendances de recherche. Comment est-ce que je réussis à rebondir sur ces tendances de recherche, à produire un contenu pertinent pour répondre à ces tendances de recherche, et adapter sa strate de contenu en conséquence, soit effectivement répondre à du news hacking ou d'être dans cette approche de social search. Point 2, étape 2, faire parler sa commu. Ouais, parce qu'écouter c'est bien, mais ça suffit pas forcément. Et là, on voulait vous montrer des petites mécaniques pour littéralement faire parler votre communauté. Ouais, effectivement, on vous a sorti plusieurs mécaniques pour faire parler votre communauté. La première, c'est tout simplement d'imaginer des publications interactives et participatives qui demandent à votre communauté de littéralement participer et interagir sous vos publications. Là, à nouveau, c'est quelque chose qui permet de renforcer le lien avec votre communauté. Ça permet également à nouveau de récolter de l'insight, et on le verra un petit peu plus tard, mais le social listening permet effectivement de récolter de l'insight, mais ce qui est hyper intéressant, c'est de transformer cet insight en publication concrète. Et comme tu le disais un petit peu, Seb, là aussi, ce genre de mécanique interactive et participative, ça donne quand même un joli coup de boost à votre visibilité, puisqu'on va le voir, hein, il y a des mécaniques qui fonctionnent un petit peu plus sur Facebook, d'autres différentes sur Instagram, mais en général, ça amène quand même beaucoup d'interactions, de commentaires, et c'est des interactions hyper quali, comparées au simple like. Comme je vous le disais, chaque plateforme a ses codes, et les audiences et communautés ont des manières différentes de consommer d'une plateforme à l'autre. Sur Facebook, elles recherchent de la convivialité, elles sont très enclins à discuter. Sur Facebook, les gens sont assez bavards en général. Les personnes aiment beaucoup donner leur avis et partager leurs expériences personnelles. Donc pour les inviter à partager, là je vous ai montré 2 exemples de petites mécaniques. Alors, sur le coup, vous allez vous dire, ouais, bah, ok, je connais, hein, il n'y a rien de très nouveau, mais encore une fois, c'est pour vous inculquer de nouveaux réflexes et vous dire que ça fonctionne quand même très bien. Là, j'ai mis l'exemple du texte à trous. C'était un exemple d'Irlande Tourisme qui a généré presque 400 commentaires. Et là, ce qui est intéressant, c'est pas juste de faire un texte à trous et de s'amuser avec les réponses de votre communauté, mais c'est pourquoi pas de se dire, ah ben peut-être que l'endroit qui est le plus revenu, je pourrais, ça dépend, soit le traiter encore plus sous différents aspects, ou alors se dire, ah, peut-être qu'à l'inverse, je fais des endroits que la communauté n'a pas cités, mais qui mériteraient quand même d'être explorés. Un deuxième exemple qui fonctionne bien aussi, que je vous ai mis ici, c'est ce que j'ai appelé une sorte de concours photo où on appelle la communauté à voter pour la photo qu'elle préfère. Là, en l'occurrence, c'était pour changer la photo de couverture d'une page Facebook. Ça, c'est une mécanique qui fonctionne bien. Et sur ce client-là, on en a fait un vrai rendez-vous. Et c'est une mécanique qui revient à chaque début de mois pour changer la photo de couverture. Et c'est toujours jackpot. Ça fonctionne vraiment très bien. En fait, quand on a parlé avec Julie, je lui dis ok, donc ça, c'est des exemples. Moi, je pense quand je faisais du CM il y a 10 ans, je faisais ça. Et elle me dit bah ouais, mais ça marche encore en fait. Ouais, ça marche toujours hyper bien. Il y a un moment, c'est une mécanique qui continue de fonctionner et qui peuvent être intéressantes, de continuer d'être utilisées. C'est aussi important de se le redire. Ouais, tout à fait. Puis comme je vous dis, encore une fois, c'est pas forcément faire une mécanique pour faire une mécanique, mais ça va vous donner l'inspiration, vous, pour nourrir votre planning édito. Et en tant que CM, on le sait, c'est pas toujours facile des fois de trouver l'inspiration. Donc c'est hyper intéressant quand même d'utiliser les interactions de votre communauté. Sur Instagram, c'est un petit peu différent. Les communautés, elles aiment bien s'amuser, elles recherchent un petit peu de fun, mais surtout de la simplicité. Elles aiment réagir, mais sans trop d'efforts. Et ça passe surtout par exemple, les stickers. Là, je vous ai mis un exemple de Sortez chez vous, de la Bourgogne-Franche-Comté, qui a fait une petite story pour demander à la communauté quels étaient leurs spots baignades préférés de l'été. Et vous verrez après, il y a une suite logique à cette story. Un deuxième exemple que je vous ai mis, c'est encore la vie, mais qui a cartonné.
La Vie a créé son propre canal de diffusion. Et là, c'était une sorte de concours où la communauté avait simplement à voter avec un emoji, donc il n'y a pas plus simple. Et en fait, ça a été un carton. Hein, là, vous voyez déjà juste tous les emojis qui ont été utilisés. Et le premier, il a été utilisé quasiment 1800 fois. Donc il y a eu énormément d'interactions. Et ce qui est chouette, en fait, avec ce genre de mécanique un petit peu ludique, faut absolument que vous testiez au moins une fois, en fait, pour prendre la température de votre communauté et voir si elle apprécie ou non. Sur TikTok, les communautés sont assez enclins aussi à discuter et, en commentaire. Elles aiment bien débattre sur les sujets et le partage d'expertise pour donner leur avis et confronter les points de vue. Ça peut passer, par exemple, là c'est une tendance en plus qu'on a vu énormément sur TikTok, l'appel au témoignage, là sur la première vidéo. Et la seconde mécanique qui fonctionne très très bien sur TikTok, c'est le jeu concours. Donc c'est encore la vie, très subjectif. Mais voilà, ça c'est des petites mécaniques qui fonctionnent très bien sur TikTok. Une deuxième petite mécanique qui fonctionne bien pour faire parler sa communauté, c'est de co-créer des publications avec elle. Là, c'est quelque chose qui effectivement renforce l'engagement, mais surtout aide à produire des contenus hyper authentiques. Alors, ça sera encore plus concret quand je vais vous montrer les exemples, mais l'idée, c'est d'utiliser ce que la communauté produit dans votre écosystème digital. Ça va être des commentaires, des contenus, et de vous les réapproprier pour les repartager sur vos réseaux. Et c'est quelque chose, on va le voir. Ah oui, j'avais mis une jolie petite... C'est quelque chose aussi qui stimule un petit peu la créativité. On va le voir après, mais ça va vous aider à utiliser des petites mécaniques auxquelles vous n'aurez pas pensé. Et ça aide à publier sous des formes très multiples. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, je vous ai montré la story juste avant de sortir chez vous, qui demandait les spots de baignade préférés à sa communauté. Ce qui est hyper intéressant ici, c'est que le CM ne s'est pas du tout arrêté là. Et en fait, les réponses qu'il a récoltées sous sa story lui ont permis de créer un carrousel avec les spots préférés de la communauté. Et finalement, même pour nous, en tant que CM, c'est des petites mécaniques qui ne nous demandent pas trop d'efforts, puisqu'en fait, les réponses et le contenu de notre carrousel, on l'a déjà sous forme de commentaires. On a juste à trouver les photos qui illustrent un petit peu tout ça. Et ça minimise un petit peu l'effort de production. Un autre exemple de co-création de publication, c'est le fait d'utiliser les fonctionnalités natives des réseaux sociaux. Comme ici, le cas du commentaire épinglé. Ce qui peut être intéressant, c'est de repérer une question, par exemple, de quelqu'un, d'un de vos abonnés, et de se dire « Ah, ça mériterait une réponse en épinglant le commentaire ». Donc là, c'est intéressant de voir que les créateurs de contenu, ils ont épinglé le commentaire et ils ont donné la réponse directement en vidéo. Une autre fonctionnalité qui fonctionne hyper bien sur Instagram, c'est la possibilité de remixer les reels. Et ce qui peut être hyper pratique pour vous, je ne sais pas si vous avez cette problématique-là, mais on peut parfois manquer un petit peu de contenu vidéo à publier en interne. Et ce qui peut être chouette, c'est que ça vous permet de publier un reel en y apportant une petite touche, puisque la fonctionnalité remix vous permet de réutiliser le contenu vidéo, mais d'y apporter quelque chose. Donc ça peut être généralement du texte ou des informations rajoutées sur votre vidéo. Remix qui est quand même plus intéressant à utiliser que le fait de venir télécharger la vidéo et la reposter, parce que bien évidemment, si vous faites ça, vous allez avoir un algo qui va venir pénaliser le contenu, puisque il sera considéré comme duplicate. Utiliser les fonctions natives, c'est aussi souvent l'occasion d'avoir justement ce gain de visibilité, et l'idée étant d'apporter quelque chose. Cette surcyclage en fait de contenu, hein, l'idée elle est vraiment là, et ça c'est valable aussi avec les UGC. Ouais, complètement. Et comme tu le dis, les algorithmes adorent ça, hein, que vous utilisiez leurs fonctionnalités. Donc effectivement, c'est félicité. Une autre petite mécanique aussi toute simple, mais qui plaît bien à la communauté, c'est tout simplement de réutiliser les contenus photos, mais de les valoriser différemment que de simplement illustrer le sujet de votre post comme on pourrait le faire de manière classique. Là, c'est tout simplement un carrousel avec la sélection des plus jolies photos. Et ça a été hyper apprécié par la communauté Taïwan Tourisme, et on a reçu beaucoup de messages privés surtout. Et ce qui était intéressant, c'est que quand je demandais aux personnes si je pouvais utiliser leurs photos, il y en a énormément qui m'ont
en plus partager des liens pour télécharger des dizaines, des vingtaines de photos et qui m'ont donné l'autorisation pour en utiliser encore plus. Donc ça, c'est une petite mécanique. Pareil, c'est hyper simple, mais ça fonctionne très bien auprès des communautés. Et la troisième petite mécanique pour faire parler vos communautés, c'est de donner la parole aux habitants et aux prestataires de votre territoire. Donc là, on n'arrête pas de le dire, hein, tout ce dont je vous parle, c'est pour aider à créer du lien, à renforcer le lien avec vos communautés. Ici, c'est pour favoriser le lien avec votre réseau. C'est quelque chose qui donne aussi confiance à la communauté et qui lui apporte de l'inspiration concrète. Donner la parole aux habitants, aux prestataires et globalement à tous ceux qui font vivre votre territoire, c'est quand même aussi soutenir un tourisme local. Et selon la sélection de sociopros que vous valorisez, ça peut vous permettre d'asseoir aussi les valeurs de votre territoire. Ça peut être par exemple un focus sur la gastronomie locale, les lieux accessibles au petit budget, les lieux accessibles en mobilité douce, ce genre de choses, selon ce que vous avez envie de valoriser. Et ça permet aussi quand même de diversifier vos contenus, puisqu'on ne valorise pas forcément un lieu ou un paysage de la même manière qu'on valorise un prestataire, une personne. Et j'ai oublié que j'avais fait ces petites slides. Bon. Donc concrètement, quelle forme ça peut avoir? Là, ici, c'est la forme la plus simple du carrousel créatif, avec une DA qui lui est dédiée et qui permet de valoriser, de montrer que vous valorisez différemment vos prestataires et qu'il y a un soin particulier qui y est apporté. C'est aussi des posts qui sont reconnaissables rapidement, visuellement quand même sur votre feed. Là, c'est l'exemple de Dordogne Valley qui valorisait un restaurant et qui utilise ce même template dès lors qu'un prestataire, un sociopro est valorisé sur le compte Instagram. Un autre exemple qui est hyper chouette, c'est celui de Berry Tourisme, qui a imaginé une série sous forme de témoignages pour faire parler littéralement ceux qui font vivre le territoire. Est-ce qu'on a le temps de montrer la petite vidéo? C'est histoire d'eux, mais là, pareil, ce qui est sympa, c'est qu'on a une petite DA qui est facilement reconnaissable sur TikTok. Elle a été publiée, cette série, Le Berry vu par les berrichons, et on écoute parler directement les berrichons. Je voulais vous montrer un petit exemple. On peut faire un repas entier en lentilles, de l'entrée au dessert, et c'est très bon. Alors bonjour, je m'appelle Catherine Coutan, je suis originaire du sud du département. Je suis arrivée sur Brion maintenant il y a 30 ans on va dire, par amour. Donc mon mari exploite une surface à peu près 310 hectares et depuis maintenant une dizaine d'années, on cultive des lentilles Cybèle et IGP. Voilà, dans l'ensemble, un témoignage avec un peu de prod de contenu et une DA à nouveau dédiée qui permet de rapidement retrouver cette série sur le compte TikTok. Un autre exemple hyper intéressant, c'est Encore sortez chez vous, qui s'adresse à une cible habitant et qui collabore donc littéralement avec la fonctionnalité native d'Instagram de collaborer sous un post, mais qui collabore avec les autres marques de la Bourgogne-Franche-Comté qui, elles, s'adressent à des cibles visiteurs et touristes sur des thématiques qui peuvent intéresser finalement les deux cibles. Donc il y a un petit peu d'organisation et de collaboration en amont pour se mettre d'accord sur les sujets qui pourraient intéresser les deux cibles, puis une collaboration sur les deux comptes Instagram qui permet du coup d'afficher le post Instagram sur les deux comptes. Ok, merci. Donc cette idée effectivement de réussir à faire parler aussi sa communauté, parfois spécifiquement sur des sujets sur lesquels on a besoin aussi de matière, et ça c'est assez intéressant pour capitaliser dessus, et pour derrière donc surcycler le contenu, surcycler les témoignages, identifier des récits, des expériences. Et là on a vu des exemples où on reste quand même concentré sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est intéressant de l'élargir finalement. C'est-à-dire on peut aussi utiliser les réseaux sociaux pour venir capter ces retours directs des communautés et le réexploiter derrière dans du contenu digital qui peut être bien plus large finalement qu'une exploitation Instagram par exemple. Ouais.
Oui, pardon, j'allais dire concrètement, ça peut être alimenter des articles ou des pages de votre site internet ou vous aider à alimenter vos newsletters aussi. Oui, ou du Au-delà magazine des de réseaux destination. Enfin, sociaux. Oui, on exactement. peut absolument Oui. tout imaginer, Mm. mais en tout cas, c'est cette idée, voilà, de venir se nourrir aussi des retours clients et donc d'être dans le focus d'un sujet qui est un sujet thématique important Mhm. pour vous. La question du récit collectif, du coup, on y va avec cette idée. Où je pense qu'aujourd'hui, hein, beaucoup s'intéressent à ce sujet. La mise en récit des territoires, c'est un sujet voilà, qui nous intéresse toutes et tous. Et on pense que c'est important de réussir à le porter avec des voix multiples. Parce que finalement, bon déjà, en général, le récit, quand il est construit avec des voix multiples. Et là, les communautés aussi ont leur importance, de par leur témoignage et leur point de vue. Mais il s'agit ensuite aussi, je pense, de réussir à ce qu'il soit réapproprié et finalement partagé avec des voix plurielles. Et on voulait parler ou reparler du cas des narrateurs de la Nouvelle-Aquitaine, qui est pour le coup vraiment intéressant, puisqu'il y a eu donc dans un premier temps un travail qui a été réalisé effectivement sur le récit de territoire, avec un certain nombre de piliers stratégiques, et ensuite cette idée de se dire, eh bien, on va pas animer notre compte Instagram nous-mêmes, ou en tout cas pas seul, on va le faire avec des vrais gens. Et on va le faire aussi avec nos partenaires. Donc il y a un collectif qui a été créé avec l'identification de producteurs de contenu locaux qu'on pourrait nommer nano-influenceurs, micro-influenceurs, pourquoi pas influenceurs pour certains d'entre eux. Auprès desquels donc, on s'assure qu'ils soient alignés avec les valeurs qu'on partage. On leur fournit finalement les grands piliers de communication. Et ensuite, on leur propose de venir vivre des expériences qui correspondent au récit qu'on a pu écrire. Donc là, on a la question effectivement d'une mobilité bas carbone, de la valorisation d'engagement et d'acteurs responsables, d'activités de pleine nature, des questions d'accessibilité qui ont notamment été traitées hier aussi. C'est un récit qui va venir se faire à la première personne, c'est-à-dire que quand ça sort, donc c'est publication en collaboration, ça sort sur le compte officiel de la Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle En Nouvelle-Aquitaine. Ça sort aussi en collaboration avec le producteur de contenu, qui en fait c'est lui qui le poste et qui ouvre la collaboration au compte officiel. Et donc c'est écrit à la première personne. Et ça c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans le témoignage concret, terrain, écrit à la première personne, d'une personne qui va aussi l'apporter à sa propre communauté. Et donc on a une communauté en Nouvelle-Aquitaine qui va avoir des voix multiples qui s'expriment, mais qui racontent toute la même chose, mais elle le raconte avec une tonalité qui peut être un peu différente, avec un style qui est différent, avec une approche qui est différente. Bien évidemment, ces producteurs de contenu, ils sont identifiés aussi au regard des personas qu'on va venir cibler. Ça paraît assez important, assez évident. Et ils viennent valoriser spécifiquement l'offre touristique engagée qu'on souhaite mettre en avant. Donc c'est un cas qu'on trouve vraiment pour le coup réussi. C'est un cas aussi où les prestataires sont embarqués. La publication en collaboration, elle se fait avec parfois 4, 5, 6 partenaires différents. Les prestataires touristiques, les ADT, les départements, qui sont aussi directement concernés dans la diffusion. Et ça, c'est aussi, mine de rien, une manière de capitaliser, donc vous avez compris tout l'intérêt d'un point de vue de la mise en récit collectif, mais aussi de capitaliser sur la mutualisation des audiences. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on connaît la grande difficulté qu'on rencontre toutes et toutes, qui consiste à sortir sa carte bleue pour avoir de l'audience, sur Meta en particulier. Là, on se donne aussi de la visibilité mutuelle au travers de solutions organiques qui s'offrent à nous. Et ces diverses communautés, elles vont aussi susciter pas mal d'engagement et d'interaction. Et ces interactions significatives, à savoir les commentaires, vont booster aussi la visibilité du contenu. Et mine de rien, donc il y a sans rentrer dans les détails, mais il y a des budgets qui sont bien évidemment alloués à la fois aux producteurs de contenu, à la fois à l'organisation de son séjour. Et au lieu de venir mettre du budget
et de le filer à Facebook, bah, pour le coup, il est plutôt réinjecté en économie locale et il y a quelque chose aussi d'assez intéressant dans cette approche-là. Mutualisation, collaboration, un esprit plutôt responsable, une voix partagée, plurielle, collective. C'est en tout cas aligné avec les engagements du territoire. C'était d'autres petites slides pour illustrer tes propos, mais tu as tout dit. Ok. Voilà, donc ça c'était effectivement pour cet exemple des narrateurs. Et juste pour terminer, un dernier exemple, et puis on va se donner du temps pour que vous puissiez aussi amener des témoignages. Là, c'est un exemple qui est plutôt... ah oui, là, pardon, j'avais oublié qu'on avait... j'ai tout dit en une slide. Mais effectivement, voilà, là, on voit les différentes représentations qu'il peut y avoir. Voilà. Cas vraiment intéressant. Et on aimerait juste terminer par une petite campagne dont on est plutôt fier. Donc on avait aussi envie de la partager. Une campagne qu'on a menée pour Corrèze Tourisme. Ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est les voies multiples. Encore une fois, c'est cette idée d'embarquer tout le monde et de partir dans une approche plutôt collective et de ne pas avoir une campagne virale uniquement portée par un push globalement et du média. Donc on est parti sur une approche d'avoir une signature qui soit plutôt osée, surtout avec une lecture à double sens et avec une phase de hook, de teasing, où on n'en disait pas plus que ça, c'est-à-dire qu'en gros, Corrèze Tourisme disait rien à voir. Voilà, le post est sorti comme ça, rien à voir. Et le wording, donc ce qu'on dit quand on rentre de Corrèze. Donc voilà, on a volontairement joué sur cette lecture à double sens, ce qui a obligatoirement suscité, vous l'imaginez, un volume de réaction assez important. Et ce volume de réaction, on est allé le chercher aussi. C'est-à-dire que bien évidemment, vous imaginez bien que sur Facebook, le nombre de réactions, il était démesuré, hein, parce qu'il y avait la team premier degré, ils sont arrivés en force, et eux, ils n'étaient pas contents. Mais par contre, ce qui était trop bien, c'est que eux, c'était justement les premiers défenseurs de leur territoire. Et ils sont arrivés et ils ont sorti tous les bons arguments. Pourquoi est-ce que la Corrèze, il y a plein de choses à voir, parce que c'est comme ça qu'ils l'avaient perçu. Alors que vous l'avez compris, le message, c'est la Corrèze, elle n'a rien à voir en fait avec les autres territoires, et on va vous montrer le reveal. Mais donc on a vraiment veillé à entretenir tout ça de façon à avoir un maximum de réactions, de témoignages aussi, donc une communauté qui s'approprie vraiment le message, et surtout on a embarqué aussi les partenaires Office, partenaires ADT, CRT, de façon à ce qu'ils apportent aussi de la preuve sociale et qui viennent, donc on est toujours à cette étape-là, on a toujours juste ce message qui dit rien à voir, et on a le CRT Nouvelle-Aquitaine qui dit enfin la vérité, d'autres qui disent on le dit depuis des années, clamons-le haut et fort. Donc, du coup ça a rajouté effectivement cette espèce de situation où certains se disaient mais attendez, mais là tout le monde est en train de péter les plombs en fait, donc on est censé faire de la promotion touristique et en fait on se tire une balle dans le pied. Donc on a vraiment surjoué ce truc-là pendant une période globalement d'une grosse semaine. Et on a aussi embarqué tout un tas de créateurs de contenus locaux, même principe, avec leur propre communauté, où eux, c'est la même chose, ils ont remis une couche. Et donc ça a suscité effectivement beaucoup de conversations, beaucoup de discussions. C'est plusieurs milliers de commentaires au final qui ont été obtenus. Et en plus de ça, on a rajouté ce qu'évoquait Julie tout à l'heure, hein, du commentaire embarqué, preuve sociale, ajouté à du contenu. On a remis encore une couche, etc., etc. Donc obligatoirement, là, on avait atteint un seuil critique d'audience pour finalement arriver au reveal qu'on va vous montrer maintenant. Action. Ici, dans ce décor enchanteur, au bord du lac des Barrios, juste là, Attends, Jérôme, c'est quoi cet accent québécois, là? Attends, regarde, on dirait un peu le Canada, non? Non, rien à voir. Ah ben si. T'as-tu vu les conifères? Non, puis c'est gênant, en plus. Allez, on y retourne. C'est une proposition. La Corrèze, c'est loin, mais c'est unique. Et action. Ici, à Ségol-le-Château, Ah non, il recommence. la Dolce Vita con la flor. Jérôme, qu'est-ce que tu fais encore? Ah bah si, regarde, le petit pont, la rivière, la barque. On dirait une petite Venise, non? Bah non. Jérôme, toujours rien à voir. On a Piccola Venezia. Allez, on y retourne? La Corrèze, c'est loin, mais c'est unique. Allez, en une prise. Le château de Val est le témoin silencieux d'une autre époque. Des pierres, de la mousse. Ici, c'est l'Écosse, mais en mieux. Coupez. C'est quoi ce truc? Bah, ça me va pas? Non, mais en plus, rien à voir avec l'Écosse. Yes, my queen. Ah, t'es lourd, Jérôme. La Corrèze, c'est loin, mais c'est unique.
Donc Jérôme, c'est devenu un peu la star locale, hein. Du coup, il est quand même assez connu maintenant. Vous voyez, donc bon, là, il y a un travail d'écriture qui a été fait, qu'on a fait en partenariat avec l'agence le Vestiaire pour arriver à ça au moment du reveal, mais on ne voulait pas arriver directement là-dessus. La première phase, elle était super importante de façon à préparer les audiences, et surtout, maintenant, l'idée, c'est de réussir à capitaliser et à venir illustrer ce c'est unique. Ça veut dire quoi, c'est unique? Et très concrètement, ça veut dire quoi, ce c'est unique? On veut réussir à l'illustrer au travers des témoignages des communautés, au travers vraiment des récits qu'on doit venir chercher sur les réseaux sociaux. Est-ce Voilà. que la chute était scriptée? La chute de Jérôme à la fin? Je sais pas. Je pense qu'il y a une part d'impro. En tout cas, on a un bon acteur là sur ce coup-là. Je pense qu'il nous reste un petit temps de feedback, si vous voulez vous-même me témoigner de choses que vous avez pu mettre en place, ou alors si vous avez des questions. Allez-y, lancez-vous. Oui. J'ai juste une question sur la campagne sur la Corrèze que vous avez menée. C'était une campagne du coup que social media ou il y avait aussi d'autres canaux? Parce que du coup, comme vous l'expliquez, toute la première partie, ça s'est fait que sur le social media. Alors pour le coup, là sur ce dispositif-là, toute la première phase, ça a vraiment été digital social media. Après, il y a eu un peu de relais presse. Il y a eu pas mal d'ailleurs de retombées presse avec des reprises presse qui ont été assez importantes. Et il y a eu aussi une phase de campagne d'affichage qui a été menée aussi en parallèle pour renforcer la partie reveal. Et puis, bon là je l'ai fait courte, mais en gros l'idée c'est une fois qu'on a eu capitalisé sur ces audiences, ensuite on est arrivé avec de l'offre, c'est-à-dire ensuite on a fait du retargeting et toujours en étant dans cette idée de rien avoir, de c'est loin mais c'est unique, et du coup c'est quoi unique, et on valorise l'offre. Ou un témoignage, hein, si quelqu'un veut Ouais, des partages d'expérience, si vous avez déjà testé les petites choses qu'on vous a montrées, si vous connaissiez. Ou d'autres choses, d'autres idées. Je sais qu'on a des créatifs par là. Je pense au... Voilà. Déjà, merci pour la présentation, c'était très clair, encore une fois. Moi, du coup, je vais vous parler des Landes. Donc, je suis le community manager pour le compte Les Landes. Je vais revenir sur la notion de signaux faibles sur du coup les commentaires. Nous, au printemps, on a eu pas mal de personnes qui nous questionnaient parce qu'on aime bien faire des petits tops, les endroits à visiter, le top des plages à voir, et des personnes qui voulaient avoir en fait du coup un contenu pour la destination dog friendly. Donc quoi faire avec les chiens, quoi visiter, etc. On a eu 5-6 commentaires comme ça. Donc en fait, on a pris le parti de remodeler un peu notre calendrier éditorial et on a fait une publication du coup sur les Landes destination dog friendly, et ça a cartonné. On a fait 90 000 vues du coup en natif sur Instagram, 770 enregistrements, des milliers d'interactions. Donc comme quoi ça marche, il faut juste prendre le temps de bien regarder, comme vous avez dit, ce qui se dit du coup dans les réponses des publications et de la communauté. Mais voilà, globalement, ça a assez bien fonctionné. Et juste pour ajouter pour les narrateurs, pareil, nous, les destinations, on a été inclus aussi dans le dispositif. Donc du coup, on s'est retrouvé en copublication également avec du coup le CRT et les différents créateurs de contenu. Ah, mais c'est trop bien, tu vois, ton exemple de Dog Friendly, il est hyper parlant, parce que tu n'aurais peut-être pas pensé justement à faire ce genre de post sur les réseaux sans avoir eu les questions. Parce que c'est vrai que tu vois, quand on pense à faire des tops, on pense aux trucs hyper classiques, voilà, le top 5 des plages, le top 5 des restaurants, et Dog Friendly, mine de rien, c'est une thématique qui est hyper importante pour la communauté et pour laquelle on ne trouve pas forcément l'info parfois sur les sites internet de vos offices. Donc ça, c'est le genre de thématique hyper importante à aborder. Et je retiendrai aussi ce que tu as dit sur la perf, c'est-à-dire que prendre le temps d'écouter, c'est derrière aussi tirer sa perf vers le haut. Et donc ça doit aussi nourrir et se dire ok, c'est quand même une bonne raison de prendre ce temps-là, au-delà de tout ce qu'on a pu déployer, c'est que ça peut aussi aider à tirer la perf vers le haut. Il nous reste le temps pour un témoignage ou une question. Qui veut se lancer? Je suis sûr qu'il reste quelqu'un dans la salle qui hésite. Voilà. Bonjour. Je suis pas sûre. Moi, je suis community manager pour le compte de Royan Atlantique. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec l'agence MD. Et n'ayant pas le temps de faire trop de modération, pour le coup, de mettre en place
des collaborations avec des structures, de valoriser nos sociopros parce voilà, il faut se dégager du temps pour ça. On y va step by step et déjà en commençant à répondre à tous les commentaires, c'est déjà un premier pas. Et là où j'ai vu la différence, c'est que depuis que je réponds à tout, j'ai eu une petite bascule et j'ai de plus en plus de commentaires parce que les gens voient qu'on leur répond. Et donc là, ça fait marcher les algorithmes et donc les stats sont meilleurs. Ah, mais c'est tout à fait Voilà. ça aide à C'est le fidéliser petit finalement ta communauté et ils reviennent et comme tu dis, et ça humanise en plus la destination. Complètement. Et encore une fois, si on fait le lien avec l'hospitalité numérique, ça prouve quand même à votre communauté que votre compte Instagram, votre page Facebook, vos réseaux, peu importe, sont un lieu d'écoute où ils peuvent trouver quand même réponse à leurs questions. Donc c'est hyper cool. C'est ça, donc on prend le temps de faire Ouais. les choses petit à petit et après, on se Step trouve by du step. temps pour faire les choses, quoi. Trop cool, merci beaucoup pour le témoignage. Merci à vous et voilà, merci pour votre présence en tout cas. Merci beaucoup.